Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. À partir de 12h55, portrait d'un homme, Jacques Chiffrine, portrait de l'édition à travers lui et portrait d'un monde aussi, celui du début du XXe siècle. L'histoire tourmentée du fondateur de la Pléiade, un éditeur en exil, Jacques Chiffrine, fondateur donc de la Pléiade. On en parlera avec l'historien Amos Reichmann à partir de 12h55. Mais d'abord, National Book Award en 2006 pour La Chambre aux Échos, prix Pulitzer en 2019 pour son best-seller L'Arbre Monde, en lice pour le Booker Prize qui sera remis le 3 novembre prochain. Richard Powers est assurément un très très grand nom de la littérature américaine. Entre nature et culture, entre écologie et neurosciences, son nouveau roman, Sidération, publié en France chez Actes Sud et traduit par Serge Chauvin, questionne notre place dans l'univers. On en parle tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Je précise que tous les précédents ouvrages de Richard Powers sont disponibles en poche chez 10-18. Dans un futur proche, dans une Amérique toujours trumpiste, ou en tout cas ça lui ressemble, même si l'ancien président n'est jamais nommé, un père regarde son fils grandir. Hypersensible, Robbie souffre de troubles de comportement. Refusant la solution médicamenteuse, son père Théo va essayer un programme d'imagerie neurologique pour qu'il apprenne à maîtriser ses émotions. Astrobiologiste, Théo écrit, lui, des programmes et modélise. Il apprend à son fils à voir haut et loin, à regarder l'espace. Bonjour Richard Powers. Bonjour. Et bonjour à vous, Michel Sotowski, qui êtes la voix française aujourd'hui de Richard Powers. Ça fait du bien parfois de reprendre un peu de hauteur. C'est ce que vous avez cherché à faire avec ce nouveau roman, Sidération, Richard Powers. It's a book that explores both very large C'est un and very livre small. qui explore l'immensément Because of, grand et l'immensement petit. Theo's profession of astrobiology. Parce que cette profession d'astrobiologiste de mon héros, Is extraordinary, intense, but Et easily frightened son and fils excitable extraordinairement son, who intense, responds mais well to que l'on stories, peut about auquel on peut life faire on peur other rapidement, il lui worlds. There is raconte la vie sur d'autres mondes. quality to the book, Il y a une qualité outward télescopique looking, du livre expansive. à comment la vie peut s'étendre But sur les autres because planètes. Robin is in trouble Mais with the parce world, que Robin he's a just des problèmes been avec thrown le out of monde, school for attacking one il of vient his d'être classmates. expulsé de l'école parce qu'il And avait his frappé fears un camarade de confronted with classe. this extremely Et difficult, Confronté choice à ce about choix how to treat extraordinairement his son, how difficile to best sur la façon de mieux traiter son fils, de mieux le servir et le protéger du monde, c'est aussi une histoire qui raconte l'intérieur, qui utilise un microscope et qui a une vision extrêmement étroite, très concentrée de ces deux personnages au milieu du cosmos. Vous avez évoqué l'immensément grand et l'immensément petit. Où vous situez-vous, vous, Richard Powers, entre ces deux pôles? Est-ce que vous vous sentez connecté ou isolé? Je tente d'écrire des récits qui essaient de réunir le très vaste et le très petit, qui a une vision globale, mais à l'intérieur de ces questions intellectuelles absolues, et par l'intermédiaire du très personnel et du très intime, j'utilise la puissance unique de la conscience humaine pour voyager librement entre le ressenti et le savoir, entre l'individu et le collectif. Nous trouvons tous notre route à différentes échelles de la vie dans le même temps. Et c'est ce qu'est la puissance unique de la fiction, ce qu'elle nous permet de faire, de nous voir en tant qu'un tout petit élément d'une très très grande image, mais aussi d'être inspiré par l'image elle-même et de comprendre qu'on est tous interdépendants. Et c'est ce qu'un roman peut faire, de prendre du local au mondial et l'inverse.
Et c'est comme ça qu'on vous imagine à votre table de travail, avec à votre gauche votre télescope pour regarder les étoiles, et à votre droite votre microscope pour regarder les fourmis, les poussières, les particules, et au milieu de tout ça peut-être le stylo de l'écrivain. Yes, I wrote this novel in lockdown. J'ai écrit ce roman en confinement. J'étais confiné dans un des lieux les plus extraordinaires que l'on pouvait imaginer pour une quarantaine. Je vis dans les Great Smoky Mountains, dans le sud des Appalaches, au sud des États-Unis. C'est une des régions qui a le plus de biodiversité, à part les tropiques. C'est pour ça que je suis là. J'ai déménagé là-bas après avoir recherché cette région pour mon précédent livre, L'Arbre-Monde. Donc je vis dans les bois. Je travaille souvent dehors. Je travaille sur ma petite tablette qui reconnaît mon écriture à la main. J'écris dehors, en plein air, et entouré par cette incroyable richesse de la vie animale, la faune et la flore. Et bien sûr, je voyage vers d'autres planètes en lisant, mais c'est ce travail solitaire, la richesse des bois et la richesse qui vous ouvre l'imagination, l'imaginaire. Quand on est capable de se retirer du monde des distractions humaines. Le livre, en fait, était probablement le livre que j'ai écrit le plus rapidement. Ça m'a mis 1 an et demi. Je l'ai terminé juste avant cette élection de 2020. Et ce milieu des Smoky Mountains joue un très grand rôle dans ce roman. Le livre débute là et se termine là. Et c'est une source d'inspiration pour moi et pour mes 2 personnages, Théo et Robin. L'Arbre-Monde, votre précédent roman paru en France qui évoquait aussi les ramifications du vivant. Vous avez vu probablement brûler de là où vous êtes des arbres, comme ce séquoia qui apparaît aussi dans l'Arbre-Monde. Dans l'incendie qui a ravagé ces dernières semaines les parcs de Kings Canyon et de Sequoia en Californie, cette réserve de la biosphère reconnue par l'UNESCO. Certains de ces arbres avaient plus de 3000 ans, paraît-il, Richard Powers. Vous dites c'est un endroit merveilleux où être confiné, mais ça doit être aussi un endroit douloureux où résider quand on voit, même à distance, qu'on constate que cette nature peut être détruite par des grands feux, des grands incendies comme ça a eu lieu. C'est une mémoire du monde qui disparaît quand des arbres comme ces séquoias brûlent. Nous avons vécu une année extrêmement douloureuse. C'était vraiment terrible d'avoir fait cette prédiction dans l'Arbre-Monde et de voir ces prédictions se réaliser depuis la publication du livre. Et ce n'est pas fini. Nous avons perdu quasiment 3000 séquoias cette année seulement. Et comme vous le dites, ce sont des arbres immenses. Chaque arbre individuel existe à l'échelle de la civilisation humaine, des civilisations humaines. Et on les perd. Nous sommes dans une situation où il n'y a plus de saison des feux, des incendies. C'est tout au long de l'année. Et c'est vrai tout au long de l'ouest des États-Unis. Tous les grands arbres de l'ouest des États-Unis, eh bien, sont consumés année après année. Et il n'y a pas de fin visible. Voilà, on connaît le proverbe, cette idée que quand un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais quand un vieil arbre disparaît, c'est aussi une partie de notre mémoire collective qui part en fumée. Richard Powers, la COP26, elle commence ce dimanche à Glasgow. Avec Joe Biden, les États-Unis sont revenus dans la course contre le réchauffement climatique. Si vous aviez la parole, en ouverture de cette grande conférence, qu'aimeriez-vous dire aux dirigeants du monde entier ? La COP26 est importante pour un certain nombre de raisons. Ça devient de plus en plus important, quelle que soit la raison.
Mais ça fait 5 ans, depuis la COP21 à Paris. Il y a eu 5 conférences. Bon, il y a eu des retards en raison de la pandémie. Et il y a ce mécanisme à cliquet, où tous les 5 ans, la conférence est supposée engranger des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Moi, je suis optimiste par nature. J'aimerais bien espérer que la COP26 prenne des engagements un petit peu plus stricts que les COP précédentes. Quand les dirigeants de la Chine et que les dirigeants de la Russie refusent de participer, même pour un optimiste, c'est difficile de croire en la volonté politique. Mon message n'irait pas aux hommes politiques et aux femmes politiques. Je crois que j'ai abandonné la foi dans la capacité des politiques de diriger. Ils ne demandent pas aux gens de faire de changements. Et vous savez, tant que la volonté ne vient pas des gens, je ne la vois pas percoler du haut vers le bas. Eh bien, là où je dirais, ce serait de demander aux artistes du monde, des romanciers, des cinéastes, des gens de théâtre, que dans les histoires qu'ils racontent, de faire revenir les humains sur la Terre, d'ouvrir ces histoires privées que l'on raconte, trouver des voies de connecter l'homme au monde non humain, de savoir qu'il y a un sens à l'avenir, peu importe ce que l'on perd, mais il faut changer, il faut être différent, il faut changer de conscience, il faut que le sens soit à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de nous. Mon message, c'est aux gens qui racontent des histoires, aux narrateurs, rappelez-nous que nous ne sommes pas ici tout seuls, que nous sommes un parmi de très nombreux voisins et qu'il y a un potentiel important et il y a un sens important à redécouvrir ces histoires. Dans le roman, vous mobilisez à travers ce programme qui convoque l'intelligence artificielle un certain nombre d'émotions. On va y revenir. La honte, la colère. On se souvient du Shame on You de Greta Thunberg à la tribune de l'ONU et elle a peut-être aussi inspiré la militante suédoise, votre jeune héros, Robin, dans ce livre, Robin, Richard Powers. Quelle émotion pour vous est moteur du changement, peut-être moteur de changement? Greta Thunberg a bien entendu inspiré mon livre, c'est sans surprise de savoir que l'enfant le plus influent au monde n'est plus un enfant, de toute façon, elle devient une jeune adulte, qui a appelé son autisme ses super-pouvoirs, est une source véritablement d'inspiration pour mon Robin, qui a 9 ans, qui est aussi neurodivergent, qui est terrifié, qui est en colère et qui a un sentiment d'urgence. C'est émouvant de voir Greta Thunberg s'adresser aux dirigeants du monde avec indignation, avec cet absolutisme moral, ce sens du bien et du mal qu'ont les enfants, le même sens que mon Robin possède dans le livre. Il sait ce qu'est la différence entre le bien et le mal, et il veut rendre les adultes responsables. Mais quelle que soit la différence entre Greta et Robin, différente des normes de l'enfance, ils partagent avec l'enfance un traumatisme de tous les enfants, sans surprise. Beaucoup de psychologues disent aujourd'hui qu'un sens d'écolo-traumatisme, c'est le mal de tous les enfants. Les enfants sont terrifiés, démoralisés et très très en colère contre nous. Et ils doivent l'être, ils peuvent l'être. Toutefois, je pense que pour créer cette transformation des consciences, pour trouver des récits qui émeuvent les gens, qui créent la possibilité d'engager, de s'engager vers le futur, vers l'avenir, de façon qui ait un sens, il faut réunir la colère et la joie. Et la positivité, parce que ce sont les sentiments qui attirent le plus les gens. Les gens veulent être rassurés, peu importe ce que l'on perd, aussi terrifiant que ce soit en
en devant faire face à tous ces grands sacrifices, ces grandes douleurs, ces grandes pertes, eh bien, il y a du sens à continuer à s'engager pour l'avenir. C'est les sentiments de la joie, la joie d'être connecté, d'être quelque chose de plus grand que soi-même qui motive le plus les gens. Et c'est pourquoi mon récit, mon histoire, montre ce jeune garçon qui commence dans le livre en étant terrifié, en colère, trouve peu à peu un sentiment d'enthousiasme, d'excitation et de sens en lien avec un monde plus qu'humain. C'est là où le lecteur commence à se dire « Ah, il y a un chemin vers l'avenir. Je peux continuer à aller avec ce garçon vers des lieux qui signifient beaucoup plus de satisfaction que la satisfaction que m'a offert ma civilisation jusqu'à présent et ma culture. » Le roman s'intitule en français Sidération, et sidération au pluriel, Richard Powers. En américain, Bewilderment, qui signifie plutôt désarroi, consternation. Pourquoi ce changement de titre, ou autrement dit, est-ce que vous l'avez validé? Et qu'est-ce qui relève pour vous aujourd'hui de la sidération? Qu'est-ce qui vous sidère? The original title in Le English titre original en anglais a des connotations positives et négatives à la fois. Au début, le mot signifie désorientation. Ça a un sens un petit peu terrifiant d'être perdu. Mais aussi dans ce mot, bewilderment en anglais, il y a une connotation plus positive. Ça veut dire étonné. Et ça veut dire aussi un retour vers le monde sauvage, se rattacher. C'est très très difficile de trouver un mot équivalent en français qui a toutes ces connotations. Et donc, je pense que l'éditeur a fait un choix intéressant. Pour moi, le livre voyage entre l'ombre et la lumière, entre la peur et la joie. Et c'est à la fois la carotte et le bâton. La traduction a préservé ce sens à la fois de confusion, mais de nouvelles possibilités dans la désorientation actuelle. Je crois que c'est un choix intéressant qui a été fait. L'écrivain romancier américain Richard Powers est notre invité jusqu'à 12h30 à l'occasion de la parution en France chez Actes Sud, traduit par Serge Chauvin, de son roman Sidération. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Pour ce roman Sidération, Richard Powers qui questionne notre relation au vivant, vous nous invitez aussi à regarder ailleurs, à travers la passion du Père pour l'espace. La Terre est une parmi d'autres dans l'univers. On prend de la hauteur. On se questionne aussi sur la relation filiale, celle que vit le père Théo avec son fils Robbie. Il redécouvre d'ailleurs ses sentiments, la force de ses sentiments. Qu'est-ce qu'être un bon père? C'est d'abord un livre sur cette expérience hors norme qu'est la parentalité. Une aventure aussi grande que la découverte de nouvelles planètes, à la fois terrifiante et exaltante. Qu'est-ce qu'elle a de si déroutante, cette aventure de être parent, d'être père? En quoi être père ou être parent dépasse pour vous l'entendement, Richard Powers? Yes, much of the book La plus grande partie du livre is concerned with this question of s'occupe de cette question. best to protect Comment protéger au mieux cet enfant inhabituel de lui-même et du monde? Et l'histoire est racontée à la première personne du singulier. C'est, si vous voulez, le journal de Théo sur sa relation avec son fils. Théo confesse le fait qu'il est un petit peu largué sur le fait d'élever Robin, parce qu'il est en conflit avec les recommandations et les ordonnances des médecins. Robin a été traumatisé par la mort de sa mère, qui s'est produite 2 ans avant le début du roman. Et Théo ne sait pas, et il le dit, il confesse son incertitude sur la parenté. Là, dans la solitude où il est laissé avec cette tâche difficile à réaliser par soi-même, une des choses qui vont calmer Robin,
c'est quand Théo commence à lui raconter des histoires pour l'endormir sur d'autres planètes. Ces planètes sont tirées du travail de Théo en tant qu'astrobiologiste, mais ça devient un port, une sécurité pour emmener Robin dans un endroit calme. Et ce que la vie pourrait faire dans ces autres lieux. Et c'est une façon de pouvoir se parler l'un à l'autre en sécurité et de pouvoir exprimer leurs peurs, leurs craintes dans un acte combiné d'imaginaire et d'imagination. Tout le monde est en chacun de nous, dit Robin à un moment dans le livre. Le corps humain est une petite planète qui abrite du vivant, des bactéries. Quand on parvient à se reconnecter à cette part de nous-mêmes, quand on voit du lien partout, le monde se comprend alors autrement. Et on suit, dans les yeux de Théo, le narrateur, le père, cette découverte d'un monde autrement, dans le regard de son fils qui est ultra sensible au monde qui l'entoure. À 3 rues de la maison, on parvint au minuscule square du quartier, dans le coin du terrain de jeu, près des balançoires. Il désigna un arbre, gracieuse fontaine. C'est mon préféré, je l'appelle mon petit rouquin. Ton quoi? Pourquoi? Parce qu'il a les cheveux roux. En vrai, t'as jamais vu? Il me guida vers les basses branches. Parvenu à l'arbre, il tordit une feuille, et sur la face cachée, à la jonction de la côte et des veines, s'étalaient d'infimes plaques de poils roux. Un chêne écarlate, c'est cool, hein, dit Robin. Pour l'artiste italien Giuseppe Pennone, la feuille, Richard Powers, c'est comme la peau de l'être humain. On l'écoute. On peut imaginer que la forme de la peau, et c'est aussi assez vrai, elle a une structure qui est comparable à celle des feuilles, avec les veines, toutes les cellules qui forment la peau, c'est semblable. Alors, cette association de la feuille à la peau, je crois que c'est quelque chose qui est assez logique. Et à partir de ça, je soudais aux feuilles en bronze des branches qui correspondent à la feuille. Il y a des différentes feuilles de différents arbres. Et c'est les branches, après, ils sont soudées une avec l'autre, qui forment la structure. Mais c'est comme si c'est une irradiation du corps, la végétation. J'utilisais la végétation parce que c'est quelque chose qui... C'est aussi un peu une idée comme s'il y ait d'avoir quelque chose qui nous enveloppe. Et pour vous, Richard Powers, qui avait une forte conscience écologique, à quoi la feuille vous fait-elle penser? Pennone, on le disait, il l'associe à la peau. Est-ce que vous l'associez au livre, à la feuille blanche que l'écrivain noircit aussi avec ses mots? It's a lovely question. Adorable question. My passion Ma in these last passion two books au cours de ces 2 derniers livres a été de découvrir des relations dans la différence, similitudes dans la différence. Ces 2 livres parlent de restaurer le lien brisé entre le monde humain et le monde non humain. Comment voir des reflets de nous-mêmes dans des créatures qui sont tellement différentes et trouver des similarités. Nous avons co-évolué. Nous sommes au cœur d'une énorme expérience qui s'exprime dans tellement de façons tellement extraordinaires. Comment préserver notre moi et voir notre moi dans des choses qui ont voyagé tellement loin du lieu où nous sommes. Je vois dans des feuilles un miracle absolu à plusieurs niveaux. Et ça me restaure, moi. Ça me fait sentir comme si je faisais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de faire comme ce que fait Robin, voir ce que Robin enseigne à son père. Il lui enseigne à regarder. La vie est une chose qu'il faut cesser de vouloir corriger, dit aussi votre narrateur. L'ancien programmateur en informatique que vous êtes est devenu philosophe, et on le voit aussi dans ce roman Sidération. En science, on simule, on se raconte des histoires, on teste, on explore avant d'arriver finalement à la vraie découverte. Scientifique et romancier, vous diriez aujourd'hui, Richard Powers, que c'est un peu la même démarche. L'un comme l'autre programme des univers, teste des univers. On pense souvent au chemin, à la voie que les scientifiques et les techniciens prennent. Et on pense qu'ils sont différents des chemins de l'artiste, de l'écrivain, du musicien, etc. En fait,
Moi, j'ai pris ce mot de mon titre, Bewilderment, d'un essai qui a été écrit il y a de très nombreuses années par un scientifique et un chercheur, mais aussi un essayiste et poète aussi, Louis Thomas, qui a écrit beaucoup d'essais extrêmement lyriques, et dans l'un d'entre eux, il explorait cette question des deux cultures. Est-ce qu'on regarde le monde de deux façons différentes? Est-ce qu'il y a une façon empirique de regarder le monde et une façon intuitive, lyrique? Thomas était gêné par cette idée. Il cherchait quelque chose qui pourrait unir toutes les disciplines, l'astronomie, la génétique, la biologie, mais aussi la musique, l'art en général, les arts performatifs. Et je pense que j'ai trouvé le dénominateur commun. La seule chose que tous les humains partagent, c'est véritablement la sidération, ou plutôt l'étonnement. Et c'est l'utilisation de ce mot bewilderment en anglais, l'étonnement, la confusion de l'étonnement, et je l'ai pris donc pour être le titre de mon livre. Et mon inspiration vient de là, pour raconter un récit, passe entre différentes façons de connaître le monde et tente de les réunir en un seul corpus. Et il y a le progrès scientifique et technologique. Ces progrès-là, ils vous fascinent. On sait que vous dévorez des essais scientifiques et que chaque roman est très documenté, déjà dans Générosité, aujourd'hui encore dans Sidération, avec cette thérapie que vous avez, que vous racontez, basée sur l'intelligence artificielle et sur l'empathie. Vous diriez quand même aujourd'hui, on terminera là-dessus, Richard Powers, la technologie, la science, c'est bien, mais il ne faut pas les laisser gouverner nos vies. Toute technologie que nous avons mis au point, que nous avons inventée, a des occasions différentes, des possibilités de nous transformer de façon positive, des possibilités aussi de nous mener dans le mur, dans les catastrophes. Vous savez, Socrate pensait que ça allait subvertir la société. C'est vrai, ça le fait aussi, mais ça fait beaucoup d'autres choses. C'est à nous de savoir, de poser la bonne question. Que voulons-nous faire avec nos technologies? Ce n'est pas à la technologie de décider ce que les humains vont devenir. C'est un livre qui utilise la technologie comme une machine à empathie, mais finalement, c'est l'acte de lire le livre qui transforme le lecteur. C'est cette technologie soft d'écriture qui permet au lecteur de s'identifier avec ses personnages et de faire exactement ce que Robin apprend à faire par une machine bizarre. Richard Powers, notre Booker Prize à nous, en attendant le choix du jury, ce sera le 3 novembre prochain. Sidération, roman traduit par Serge Chauvin chez Actes Sud. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous. Et merci Michel Złotowski pour votre traduction incroyable. Merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.